Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter l'utilisation de Kaggle. Dans ma formation, le cours devrait se terminer le 14 juin, donc aujourd'hui on est le 30 mai. Je me cherchais une manière de pratiquer et de valider les connaissances que j'ai, et c'est pour ça que j'ai décidé de m'inscrire à Kaggle. C'est un site sur lequel on peut s'inscrire gratuitement, surtout connu pour la notion de compétition. Alors, étant un nouvel utilisateur, ben, un nouvel utilisateur, un étudiant tout simplement, je me lance pas encore dans ces défis-là là, où il est possible de gagner des prix. Et il y en a d'autres, c'est purement pour les connaissances, ou d'autres, ça va être d'autres éléments des prix X. À ce moment-là, j'ai suivi la feuille de route qui était proposée, et une des premières choses qu'on nous propose, c'est d'aller s'inscrire sur cette compétition. Donc, ce qu'il faut faire, c'est joindre la compétition, puis par la suite, on rentre dans cette interface qui va nous présenter une autre feuille de route et soit des vidéos ou un tutoriel sur comment approcher cette compétition. Le but est de déterminer avec la variable Y, la variable dépendante, qui sont les personnes, quel était le modèle qui permettrait de ben, il suffit de trouver un modèle qui permet de déterminer, selon les variables X, quelles sont les probabilités entre 0 et 1 qu'une personne ait survécu à la tragédie du Titanic. Alors, le tutoriel, j'ai regardé les vidéos, mais je vous avoue que je suis allé plus regarder dans le tutoriel à l'écrit, qui ressemble à un blog un peu plus, et il nous présente les différentes étapes qu'il faut suivre. Ça, vous regarderez ça si jamais vous êtes intéressé, vous inscrire. Puis après, on nous présente un premier modèle de random forest, de forêt aléatoire, selon certaines variables. Puis, on nous donne déjà un peu de code qui ressemble beaucoup, en fait, à Jupyter Notebook. Et c'est là-dessus que je vais me concentrer un peu plus sur cet aspect-là de code pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, comment ça fonctionne, vraiment les bases. Alors, quand on rentre dans l'interface, donc là j'ai passé directement sur le code, ça ressemble vraiment à Jupyter Notebook, vraiment avec le concept des petites cases qui par la suite on rentre le code et qui nous donne un extrait presque automatiquement, plutôt que d'avoir d'autres environnements de développement. Donc tout ça se déroule sur le cloud. Donc si jamais vous avez des difficultés avec la mise en place d'un environnement, ben ça vous permet déjà de vous concentrer sur un seul aspect qui vraiment serait dans ce cas-là la programmation. Alors, une des choses, je pense, obligatoires, c'est, je vais passer en revue le code, puis après ça, je vais vous montrer un peu l'extrait et la suite qui va être d'améliorer mon propre score éventuellement. Alors, les premières lignes de code sont, je crois, pour initier. Bon, on importe des librairies, bien sûr, mais après ça, c'est pour, je pense, un peu plus initialiser l'environnement. J'ai pas vraiment joué plus que ça avec ces lignes-là. J'ai pas. J'avoue que j'ai l'impression que c'est vraiment juste pour lancer le OS en lien avec le notebook, mais il y a peut-être d'autres éléments que j'ai pas validés en lien avec ça. J'ai vu la majorité des notebooks qui incluent ces lignes-là. Mais sous toute réserve, je ne suis pas très sûr de ce que ça fait concrètement. Alors, après ça, on va dans l'importation des données avec un data frame de Panda. Puis, on va aller chercher les données train.csv qui sont à l'intérieur de ce notebook-là, de cette compétition-là. Il y a une explication aussi du format du data. Donc, on voit qu'on peut accéder au training et au test. Et après, il y a une explication en quoi consistent les différentes lignes de, euh, du fichier .csv. Donc ici, on a j'ai appelé la fonction et on voit l'information qui est là. Donc, est-ce que la personne a survécu ou non, l'âge, le nom, le type de billet, puis ce genre d'informations-là. Ce que je fais par la suite, c'est je vais aller chercher aussi le test en CSV. Donc, c'est sur celui-là que je vais faire ma prédiction finale.
Et entre-temps, j'ai testé d'autres éléments qui étaient dans le code de tutoriel qui était donné. Donc après ça, moi j'ai commencé à tester des trucs. Des fois ça fonctionnait, des fois ça fonctionnait pas. Puis là, dernièrement, la dernière chose que j'ai fait, c'est que j'étais en train d'essayer non pas le Random Forest Classifier qui était offert, mais j'essaye le Decision Forest que je vais présenter un peu plus loin. Donc ce que je fais, c'est je drop les NA qui existent, parce que je me suis rendu compte qu'il y en avait à l'intérieur de ça. Surtout au niveau de l'âge, qui est une des variables X que je vais ajouter. Donc, on a ces variables ici qui étaient par défaut. Donc, j'ajoute l'âge qui a malheureusement des NA. Donc, en faisant le NA, je les enlève tout de suite de mon jeu de données. Puis, ces NA-là sont sur le jeu de données. Il faut se dire aussi qu'il y a un truc qui arrive, c'est qu'il faut les considérer également dans le jeu test. Et il faut faire attention avec ça ici parce qu'il ne va pas nous permettre de faire un drop NA. Il va nous forcer à prendre le nombre de lignes exactes. Je vais l'expliquer quand on va arriver un peu plus loin dans le code. Donc là, on a Y, on a Survive, le 0 ou le 1, les features. Je vais avoir des get de mise pour les différents éléments qui sont là, qui sont ici répétés. Donc, je pense le sexe, ça va être 0 ou 1. On ramène ça à des get de mise, tout simplement. Après ça, j'ai lancé le print X pour voir un peu c'est quoi l'effet. Donc, on voit que avant sex male, sex female, le get de mise nous permet d'avoir une nouvelle variable qui va apparaître, soit c'est 0, soit c'est 1. Puis l'âge ici qui va se présenter également. Donc, après ça, où est-ce que ça devient un peu plus bizarre? C'est que le X-test, on veut aussi avoir la même chose, le get de mise. Par contre, il faut faire attention parce que à l'intérieur des variables que j'ai pris, euh, il faut se dire que le drop NA a été fait sur le train data et non le test data. Et ce qui se passe, c'est que je ne peux pas faire un drop sur le test parce qu'il y a à l'intérieur de ce concours-là, si j'ai moins de lignes, moins de 418 lignes, il va m'envoyer un message d'erreur. Donc, je suis obligé de conserver. Donc, c'est une restriction supplémentaire que j'ai remarquée, qui est un peu frustrante parce que je ne l'ai pas vu de manière explicite au début, mais j'ai remplacé dans le fond l'âge par l'âge moyen. Je pense pas que c'est la meilleure chose à faire, mais pour l'instant, pour faire fonctionner la soumission, j'ai décidé d'ajouter cet élément-là. Mais gardez à l'esprit que ce truc-là ici peut être une contrainte. Également, le Y doit être la valeur 0 ou 1. C'est pas une probabilité, mais on veut vraiment une valeur binaire. Après, bon, j'ai testé avec le Decision Tree Classifier et j'ai gardé très peu de variables, juste pour l'exemple ici, que ce soit plus facile à suivre. Après, je fit le modèle sur mes variables d'origine X et Y un peu plus haut. Puis, éventuellement, là, mon modèle est entraîné. Je vais prendre le modèle, puis je vais le lancer contre le X-test et me donner une prédiction des Y. Tout ça culmine éventuellement à cette ligne de code-là ici. Et la ligne de code, c'est, dans le fond, on crée un data frame avec les ID des utilisateurs, plus une prédiction qui était codée un peu plus haut. Et ça va devenir un fichier .csv. Et éventuellement, la petite ligne de code ici, bah, c'est pas très utile, mais c'est si jamais vous suivez l'information dans la console, quand c'est réussi, ça va vous donner le message qui est là. Faites attention parce que des fois, j'ai remarqué que ça va être buggé euh, à l'intérieur un peu plus haut je pense que j'avais oublié de lancer une variable ou un truc comme ça, et il n'y aura pas de message d'erreur d'ici. Il faut vraiment faire attention comment il est construit. Comme Jupyter Notebook, c'est vraiment en séquence. Donc, faites attention à ce que vous laissez traîner en arrière. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup de... J'ai pas envie l'information parce que je vais le réutiliser plus tard, mais je commente beaucoup mes éléments parce que par la suite, ça peut être une source là, de problèmes qu'éventuellement j'ai dû faire face. Alors, quand on soumet le travail, il y a une interface nouvelle page qui va s'ouvrir, c'est la page qui est en arrière, là, et qui va vous permettre de voir le code. Et c'est là que vous allez voir des messages d'erreur ou des choses qui ne sont pas
normales qui vont apparaître ici à l'intérieur parce que chacune des cases va être évaluée une nouvelle fois. Et ça va nous permettre de prendre le output, le point CSV avec l'information qui est ici, qui détermine soit 0, soit 1. Et ça, on va pouvoir faire un submit. Et le submit va nous amener dans cette nouvelle page qui va nous dire l'information, bon, quand il était soumis, combien de temps ça a pris, le score aussi. Et ça nous permet aussi de nous situer à l'intérieur de la compétition. Donc, mon score a varié quand même. C'était à 64, il y a eu un 59, 65, 57, ça monte, ça descend. Ici, cette zone-là, c'est quand j'ai réalisé qu'il fallait avoir soit un 0 ou un 1. Plusieurs occasions, je me suis posé la question. Après ça, c'est testé seulement sur quelques petites variables pour valider. Ici, c'était des erreurs au niveau de la soumission parce que je n'avais pas conservé le nombre de lignes, 418. Et ça, c'est dans les premiers tests qui est en lien beaucoup plus avec le tutoriel. Donc là, présentement, je suis moins bon que le tutoriel. Je suis à 64. Et là, il faut que j'explore un peu plus pourquoi. Euh, Comment est-ce que je peux faire pour améliorer mon score. Après ça, ben, ça nous permet d'avoir une idée aussi où est-ce qu'on est situé à travers les pointages. Donc, il y a beaucoup de pointages qui vont être très similaires parce que ça va prendre le pointage du tutoriel. Donc, tous ces gens-là ont probablement seulement soumis le tutoriel, le 77511. Et par la suite, ça permet aussi de voir le nombre d'entrées qui a été fait, ou si on voit le nombre de meneurs, à quel moment l'information a été entrée. C'est plus ou moins utile, je vous avoue. Mais à partir du moment que je vais pouvoir dépasser le 77, ben là, je vais me dire, ah, ok, c'est plus des gens nécessairement qui ont le tutoriel, qui ont pris le tutoriel, mais qui ont commencé vraiment à explorer d'autres choses. Là, présentement, moi, je suis même pas au niveau du tutoriel, je suis en dessous, je suis à 64. Mais ça dérange plus ou moins, là, c'est vraiment pour des fins didactiques, donc vaut plus la peine de voir quelqu'un qui a fait 22 tentatives avec un 1 que plutôt quelqu'un qui a fait 2 tentatives avec un 1. Ça te donne l'impression que peut-être la personne est allée voir la réponse, parce qu'il y a des réponses qui existent aussi. Si jamais on veut s'inspirer ou on sait vraiment plus où donner de la tête, on peut aller voir dans la zone code. Et la zone code va donner des explications, dans le fond, des présentations de code de différentes personnes, quelles ont été leurs techniques ou leur approche de ce problème-là. Je ne suis pas encore à l'étape d'aller explorer ces notebooks-là parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire avec mon propre code, étant donné que ben là, j'ai à peine effleuré euh, le- les différentes approches qu'on a et il faut que je teste encore. Comme là, présentement, le dernier que j'avais, c'était 64. Il y a encore plusieurs éléments là, que je veux déterminer là, de quelle façon est-ce qu'on peut optimiser ces paramètres-là. Je suis très curieux d'explorer pas seulement celles qui étaient offertes, les variables qui étaient là, mais comprendre pourquoi. Est-ce que les autres, on pourrait établir peut-être des variables supplémentaires entre les distances, peut-être la distance entre euh, le, le billet, entre la première, la dernière classe, où est-ce que l'accident a eu lieu. Donc, on peut essayer de fouiller le data plus que ce qui est là. Et étant donné que c'est une tragédie qui est largement documentée, on sait que l'iceberg, comment il a frappé, à quel moment, il y a peut-être des éléments comme ça qui sont qui peuvent sembler triviaux, mais qui peuvent révéler beaucoup plus de choses là, qui sont seulement présentées là dans l'information. Alors voilà, c'était Kaggle. Et prochaine vidéo, probablement, je vais revenir un peu plus sur une espèce là, de retour, tour d'horizon des différentes choses que j'ai appris à travers là, cette formation-là, ce cours-là. Ça va bien quand même. Ben, il y a beaucoup de maths aussi. Je suis très content. On explore beaucoup plus de mathématiques qu'avant. Ou c'est juste moi qui prends plus de temps là, de lire, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup plus de concepts qui commencent à se présenter. Et là, c'était vraiment l'aspect plus supervisé. Mais je vois déjà que l'abstraction est très présente à certains moments. Donc, ça devient un peu plus difficile de visualiser, même de comprendre ce qui se passe étant donné la densité de l'information. Et là, on est juste dans le supervisé. Donc, j'ai très hâte de voir les autres cours, le non supervisé, puis tout ce qui consiste l'apprentissage profond. Ça reste quand même que c'est un rôle là, de technicien.
on ne s'attend pas nécessairement à connaître ça comme un mathématicien ou un statisticien ou quelqu'un qui est en recherche, mais au moins d'avoir une idée de d'où viennent ces chiffres-là. Moi, je me positionne un peu plus dans cette optique-là que c'est nécessaire d'avoir un minimum de connaissances mathématiques pour approcher ces concepts-là. Donc voilà, à la prochaine. Merci beaucoup. N'oubliez pas de liker le pouce bleu et vous abonner, c'est toujours apprécié. Au revoir.